quand j'ai commencé à mon initiation, non, en fait, mes études, c'était dans le 83. Je suis allé dans l'école Poyer, qui redevient connue maintenant. Il y a quelqu'un qui a fait un livre, donc qui redonne les mêmes traces qu'avant, donc une technique énergétique douce et tout. Et ce qui m'a valu, qu'est-ce que je veux dire, ma marginalisation par rapport à ça et toute cette connaissance, c'est que j'ai fait, j'aime bien le dire, c'est que j'ai fait tout l'inverse de ce qu'on me disait à l'époque. J'étais déjà, je pense, investi par la force ultra-terrestre de ma femme, qui commençait à se développer en moi et qui me donnait un peu toutes ces voies. Et puis mon côté scorpion, mon côté il faut que je touche, il faut que je transforme la matière. Bref, mon côté rebelle aussi. Bon, quand on disait... Et puis côté yoga. Parce que le yoga, on travaille sur nous et on travaille de l'intérieur et donc on s'auto-investit, quoi. Tandis que dans les écoles d'ostéopathie de l'époque, et peut-être même maintenant encore, il faut surtout pas déranger le patient, il faut lui faire du bien, mais il faut le laisser dans son contexte. Et moi, c'était tout l'inverse. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Mes mains qui étaient sur le crâne, où on doit normalement, par exemple, par rapport à, tu vois, au sphénoïde, tu dois sentir le mouvement respiratoire primaire. Bon, c'est absolument extraordinaire. Hein. C'est-à-dire que tu as le sphénoïde qui bascule comme ça, sur un rythme à peu près de 14 pulsations, enfin battements par minute. Je crois que c'est à peu près ça. Tu as ici, tu as la chaîne et tout. Tu as ici, avec l'occipital, tu as ce mouvement-là, 1, 2, 3, 4. Bon, et là, en ostéopathie, les gens savent maintenant, hein, quand tu as des lésions, eh bien, tu as le sphénoïde qui est un peu tourné comme ça, qui a un peu basculé, qui ne revient pas et tout ça. Et là, ça nuit au flux à l'intérieur du cerveau, et c'est là où les ostéopathes crâniens et fluidiques arrivent à redresser tout ça et que le cerveau aille mieux, quoi. D'accord. Et donc ça, c'était très bien. Et puis le truc à l'époque, c'est que avec la puissance qui m'était donnée, eh bien moi, j'ai pas pu faire autrement que de rentrer à l'intérieur. Tu vois, je rentrais à l'intérieur, donc je rentrais quelque part, plus dans l'os, mais je rentrais dans la cervelle, tu vois, je commençais à rentrer dans le cerveau. Et là, avec une sorte d'écolocation, je me suis aperçu que, eh bien, il y avait d'autres informations qui sortaient. C'était pas juste comme ci, comme ça. Il y avait des trucs comme ça dans mes mains qui commençaient à être analysés. Et je ne comprenais pas. Et ça m'a mis du temps, j'ai douté, j'ai été radié de l'école parce que je faisais que du bordel et tout ça. Et quand je touchais les gens, ça et ça leur plaisait pas du tout. Mais bon, je persévérais et je me suis aperçu que, eh bien, en poussant à l'intérieur avec cette force conscience, tu arrives à interroger le neurone dans son mode de fonctionnement neuronal, c'est-à-dire interroger le mouvement de la pensée. Quand le cerveau pense, tu as des flux qui passent, que j'appelle sous forme de biofréquence, c'est-à-dire que tu peux sentir les flux de pensée et comment ça se passe, rien qu'avec les mains. Et association, ça s'est fait petit à petit, parce que je ne comprenais pas. Quand la pensée est associée à un stress, eh bien, tu as une fixation, un mouvement, j'appelle ça biotorsion, c'est-à-dire que ça fixe dans un espace la mémoire du stress, et ça s'est, révélé comme ça, petit à petit, et ça m'a donné, après, des cartographies, j'ai expliqué ça et tout ça, la méduse commençait à arriver, voilà. Donc, c'est en faisant l'inverse de l'école d'ostéopathie que j'ai pu ressortir un des principes que je pense être fondamental par rapport au fonctionnement humain, c'est-à-dire ce fonctionnement invisible, médusa, quantique, qui fait que tout ça hors de notre espace-temps gère notre quotidien, si on peut dire. D'accord ? Alors maintenant, je vais continuer avec la force des os. Donc, quand je rentrais dans la cervelle, où je sentais les pensées, j'avais quand même une puissance à donner sur l'os. Si les gens un jour veulent faire, peut-être que je réenseignerai, je ne sais pas, c'est compliqué, mais peut-être. Donc, en fait, cette puissance sur l'os, tu donnes de la puissance sur l'os pour avoir la résurgence au niveau du cerveau, des ondes cérébrales. C'est comme ça que ça se passe. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que l'os a une mémoire qui est fabuleuse. En fait, toute la mémoire, le principe de la mémoire, n'est bien entendu pas dans le neurone. On commence à le dire, que c'est hors de l'espace-temps, mais avec une interface minérale, c'est-à-dire osseuse et calcique, donc calcium circulant
et autres minéraux, mais calcium circulant. Voilà, c'est le minéral qui est l'interface entre un espace-temps où se love la mémoire. Pour que les gens comprennent, on a maintenant ce qu'on appelle le cloud. Oui. Tu sais, oui, tout à fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire que tu mets toutes tes mémoires dans quelque chose de nuage qui est à l'extérieur. Eh ben, je me permets, Je t'en prie. c'est exactement le rôle du crâne de cristal, en fait. D'accord, alors on testera. Mais non, Écoute, je suis content qu'on soit en accord. bref. Voilà, sur le principe de la parfait. silice, mais voilà, tout ça, c'est les minéraux. Alors donc, ensuite, eh bien, la puissance qu'on mettait pour sortir ça, il faut penser quand même quand on gère un cerveau, en biopsychanalyse, j'appelais ça la biopsychanalyse, j'appelle toujours d'ailleurs, mais après voilà, on a quand même, je sais pas, mais c'est 1000 milliards de neurones dans les mains quand même. Tu vois, on a quand même une sacrée densité. Donc il faut quand même être plus puissant que le cerveau qui n'a pas souvent envie de bouger. Donc ça demande beaucoup d'énergie et donc une force terrible. Et donc on arrivait dans la mémoire des os. Alors notamment, ce que je tiens là comme ça, qui est le sphénoïde. Et le sphénoïde, dont je vous ai dit tout à l'heure, tu vois, il fait comme ci, comme ça, mais en lui aussi, il y a une supramémoire de bascule qui fait qu'il est en train de se modifier dans l'espace. On va dire que globalement, il est comme ça. Alors avant, il était comme ça chez les animaux, et puis il s'est redressé comme ça, comme ça, comme ça. Tu vois, il a basculé, et il bascule encore un petit peu. Et je ne sais pas si vous voyez, enfin vous allez retrouver. Donc le sphénoïde est en dessous, donc tu vois, il continue à basculer, et qu'est-ce qu'il fait? Il continue à enrouler le cerveau frontal vers l'avant. Tu vois, tout ça, cet enroulement est lié entre le cerveau médusa qui fait ça, et le sphénoïde qui est aussi dans ce sens-là. Alors, qui est celui qui domine l'autre par rapport à l'enroulement pour aller vers l'évolution? À mon avis, c'est les deux. Hein, on ne peut pas dire. Et ça, en fait, je l'avais déjà peut-être un petit peu eu dans les mains. Et c'est en découvrant les travaux d'Anne d'Ambricourt-Malassé, qui est une paléontologue qui a eu des coups de génie, qui a parlé de dynamique interne. Alors c'était un film qui était sorti sur Arte, ça s'appelle La Nouvelle Histoire de l'Homme. Il faut absolument le voir. Et Anne d'Ambricourt-Malassé, avec toutes ses études sur l'évolution, donc les hominidés, les grands singes, les hominidés et l'homme, sapiens, montrait que à chaque étape d'évolution, il y a un clic au niveau de la bascule du sphénoïde. D'accord? Donc il y a un tout petit chez on va dire les lémuriens, les hominidés, ça s'ouvre, tac, 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 tac. Toi, tu as des bascules qui font que ça saute, tu as des sauts d'évolution. D'accord? Et saut d'évolution, ça nous fera penser au système quantique où il faut un certain quanta d'énergie pour faire sauter un électron d'une couche à une autre avec dégagement de lumière. D'accord. C'est ce qui se passe dans le cerveau vibratoire. Je vous redirai après. Donc tu vois, on marche par saut d'évolution. C'est-à-dire ça s'accumule et tac, tac, tac. Alors d'où vient cette énergie qui fait ces sauts d'évolution? Voilà, c'est une question. Donc ça m'avait paru extraordinaire et ça m'avait fait progresser dans la mémoire. Et ce que je fais toujours encore, c'est que lorsqu'on a des enfants lumière, des enfants informés, je vous expliquerai ce que c'est. Donc quand ce potentiel en eux pour faire le dernier saut au niveau du sphénoïde, le dernier saut, il faut pour les aider, parce qu'ils sont souvent très perturbés, faire ressortir cette mémoire qui est encore un petit peu enfouie dans l'os. Et là, par rapport avec la technique, on fait appel à cette ultra-mémoire, cette supra-mémoire, et on demande cerveau du futur, ou bascule du sphénoïde du futur, enfin bref, il y a des phrases clés, et avec la puissance qui est étalonnée dans les mains, elle rentre en résonance avec la force mnésique de l'homme encore enfouie, et ça fait clac, comme ça, et à ce moment-là, tout ce qui était bloqué, qui faisait que l'enfant était très perturbé, autiste ou dyslexique ou autre, hop, ça se remet en place, et normalement, ça s'améliore. Tu vois le côté pratique par rapport à l'évolution, à l'os, au saut d'évolution. Et donc, et c'est un petit peu parallèle, j'étais donc en Bretagne, et je ne sais plus si c'est avant ou après, mais moi-même, étant très curieux, et puis voulant mettre un petit peu
ma petite patte par rapport à tout ça, j'étais déjà très intrigué par le temporal. Alors, je vous ai parlé de la molécule d'eau, voilà, comme ça. Et puis, et cet os temporal qui était, je sais pas, je crois que c'est des forces et tout ça. Et en fait, en manipulant, je crois que c'est même cet os-là, si tu veux, tu vois, je le manipule comme ça, et d'un seul coup, il reste comme ça. Hein, un peu comme Anne d'Ambricourt m'a lassé à manipuler son sphénoïde, et puis ça lui est arrivé en conscience. Ah oui. Et je me suis dit, bah, c'est bizarre ça quand même, ce truc-là. On dirait un menhir. Et l'intuition était bonne, puisque je n'ai eu de cesse que d'aller étalonner ou comment je veux dire, expérimenter les liens entre les menhirs, par exemple, tu vois, un menhir un petit peu qui n'existe, que j'ai mis comme ça, enfin, Oui. les gens connaissent, avec cet os qu'on appelle le rocher. Ah oui. Et on verra toute la symbolique du rocher. Hein. C'est énorme, le rocher, il y a des rochers partout. Hein. Oui, c'est énorme. C'est aussi une des choses qui m'a créé ce déclic avec ta vidéo. Oui. C'est voilà, cette synchronicité, quoi. Avec le rocher, c'est-à-dire le symbolisme du rocher. Bah oui, le rocher, le menhir, enfin, ça résonne, quoi. Ah bah oui, bien sûr, le rocher, ça a passé les temps, quoi. Le rocher, la roche chauffée, le rocher à Jérusalem, enfin bon, le rocher, c'est le rocher et c'est le côté minéral. Donc en fait, comment je veux dire, le message, si tu veux, qui a passé, c'est que cet os-là est hyper important par rapport à notre évolution. Alors comment est-ce qu'on le remet dans le crâne par rapport à l'évolution? Alors je vous ai parlé tout à l'heure, donc H2O, d'accord? Bon, ça c'est déjà quelque chose de très important, mais après, on le remet ici dans son contexte avec le sphénoïde, tu vois? D'accord. Donc il est comme ça. Donc quand le sphénoïde bascule, le rocher fait ça. Mais le rocher n'a pas un simple mouvement comme on montre en ostéopathie. Tu vois, l'ostéopathe, il fait comme ça, comme ça, comme ça. Et moi, toujours avec mon côté fouineur, je l'avais comme ça et je me suis aperçu, en fait, que dans son intimité minérale, le rocher, en fait, il fait un mouvement comme ça. Je reprends. Oui. Au niveau ostéopathie, c'est un mouvement simple comme ça, tu vois, avec le sphénoïde. Comme ça, tac, 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 tac. Et le mouvement que j'appelle ça l'ostéobiotique. C'est ostéobiotique, c'est l'ostéopathie au service de l'évolution. Et après, j'ai eu des flashs où j'ai appelé circalaire. Alors juste pour la petite anecdote, pour montrer comment on est informé, la nuit, j'entends une voix qui me réveille, photon circalaire. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, et puis j'ai un peu l'habitude de noter, parce qu'après on oublie. Et je regarde dans le dictionnaire, circalaire n'existait pas, et photon circalaire. Et en fait, circalaire m'est resté, c'est pour ça que j'ai associé tous les mouvements à circalaire, c'est-à-dire une sorte de circumduction avec énergie scalaire. Hein, c'est un peu connu. Ah oui, oui. Donc j'ai fait une sorte de... On m'a fait faire, hein, c'est là-haut, hein, un mix entre les deux et qui me donne cette particularité pour expliquer un mouvement par un nom, quoi. Donc circalaire, c'est un mouvement hors de l'espace-temps, c'est-à-dire que si vous mettez la main, vous ne sentez pas. Si un ostéopathe met la main, il sentira uniquement ça. Et si c'est un bioticien, on va dire, enfin moi en l'occurrence, qui envoie la mémoire du mouvement intra-osseux hors de l'espace-temps, tu dois sentir ça, tu vois. Tu dois sentir ce mouvement-là, et c'est ça qui anime véritablement. Et donc, ce mouvement-là, eh bien, à force, je me suis dit, mais on dirait un truc qui plonge, tu vois. Ah ouais, on dirait une baleine qui plonge, un cachalot qui plonge. Oh, tiens, c'est bizarre quand même. Alors, j'étais dans mon parcours en Bretagne, comme je vous disais, et je me rappelle très bien, j'allais en Bretagne Sud, à à Gavrinis, hein, pour le cairn de Gavrinis, et au moment d'embarquer, je crois, il y a la guide qui nous dit oui, et je vais vous expliquer les nouvelles découvertes de Serge Cassens, un chercheur, qui dit que eh bien, les gravures sur les menhirs, ce n'est pas une charrue. Hein, vous savez qu'il y a des inscriptions sur les menhirs, bon, je le redira. C'est un cachalot. Alors là, tu sais, tu as l'impression que tout tourne dessus. Ah, c'était extraordinaire. Je me suis dit, oh, mais alors, donc le mouvement du cachalot s'est inscrit sur les menhirs. Alors là, ça a été l'explosion. Et ça m'a donc conforté pour expliquer que ce mouvement-là était décrit par les anciens en gravure.
un peu stylisé parce que voilà, il faisait comme il pouvait, et que c'était ça le secret. Donc je rentrais dans le fameux secret des menhirs dévoilé par l'ostéopathie. Donc le mouvement ici, donc la relation avec les menhirs. Alors une précision, les menhirs clés. C'est-à-dire que vous avez des menhirs qui sont taillés, comme celui de Kerlouas, ils ont toujours un trou au-dessus, d'accord, et ils symbolisent le mécanisme du temporal. Alors de la même façon que tu me parles, que tu as le crâne de cristal qui t'envoie des informations, comme tu me dis, eh bien, les menhirs clés, quand on s'approche, quand on les palpe et quand on se met en cohérence de phase, je préfère la résonance avec, eh bien, il y a toute une sorte de mémoire, c'est comme des antennes qui te repénètrent le temporal et qui après vont se dispatcher dans ton cerveau pour t'amener vers une conscience, et pour moi, la conscience du futur. D'accord. D'accord ? Donc du coup, c'est la deuxième synchronicité, parce que j'aime bien parler des déclics. La première, parce que moi, ça c'était m'a parlé. laquelle ? C'est là où je ressens la vérité, souvent, c'est dans les synchronicités. Synchronicité, parce qu'on sort du schéma scientifique qui s'arrête au mental, quoi. Exactement. Il y a un raisonnement intuitif, c'est hyper important pour moi. Je te comprends. Voilà. Je te comprends. Et du coup, voilà, le premier, c'était le rocher, l'os qui s'appelle le rocher. Ah, le rocher, oui. Là, on a le mouvement du cachalot qui fait le même mouvement. Qui est inscrit, qui est gravé dessus. Voilà, ça, c'est des intuitions, quoi. Voilà. Enfin, des synchronicités, quoi. Voilà. Et on a ensuite la fameuse hache. Donc, oui, voilà, ça, c'est énorme. Voilà. Ça, c'est énorme. Alors, ils disent, c'est une hache. Oui, bon, moi, je dis, sûrement pas. Quel intérêt de mettre une hache ? Eh bien, non. C'est clair. On voit bien que c'est une représentation assez stylisée toujours du rocher, et la crosse de l'âge, c'est en fait l'artère carotide interne qui passe. Alors vous voyez, c'est extraordinaire. Oui, la c'est nature, vraiment exactement ça. D'accord, la nature l'a fait passer dedans, dans un trou, à l'intérieur du rocher. Elle n'était pas obligée, vous voyez ce siphon là. Et c'est ça qui est, pour moi, je ne crois pas me tromper, qui est représenté dans la hache, entre guillemets, des menhirs, alors de certains, donc celui de Gavrinis ou à côté de la table des marchands, la table des marchands, tout ça. Et donc, alors pourquoi ? Parce que lorsque vous avez l'information minérale qui est un peu comme des aimants magnétiques, si tu veux, tu vois, qui vont informer toute cette puissance minérale, qui vont informer le cerveau, mais ils vont informer quoi surtout ? Ils vont informer le sang. Un peu comme si le sang passait dans 2 électroaimants et était informé, tu vois, de ce fonctionnement, invisible qui doit le faire avancer, progresser, voilà. Et donc voilà le deuxième, le troisième Eureka qui permet d'expliquer ça. Ensuite, il y en a encore un qui est important, c'est au niveau du menhir brisé à côté de la table des marchands. Tu sais, tu as un menhir brisé. D'accord ? Alors ça, c'est très important aussi, parce que dans cette structure en amont, qui commande, alors je n'ai pas encore dit que ça commandait l'ADN, mais bon, au niveau de l'homéoforme, on a en dessous, dans le corps, le foie et l'iliaque, c'est-à-dire le bassin. D'accord ? Donc en fait, ce mouvement au niveau du cachalot qui plonge, on le retrouve exactement dans le foie. C'est-à-dire que ça commande le foie. Et le foie, c'est très important, c'est l'organe vital le plus important du corps, si on peut dire, puisque c'est lui à la fois, surtout pas que seulement qui nettoie, mais qui façonne les protéines, qui gère le sucre. Qui détoxifie. Et qui détoxifie aussi. Et donc ça, ce mécanisme du temporal, en amont, gère le foie. Le foie a, on dit 3 lobes, mais en fait, il y a 4 séquences. Et les 4 séquences, c'est comme si il y avait 4 morceaux du foie. Enfin, le foie pouvait être divisé en 4, j'ai les photos. Et dans le menhir brisé, parce qu'il a été brisé volontairement. Et on ne sait pas pourquoi ils l'ont brisé. Eh bien moi, je pense savoir, c'est que le message, puisque c'est toujours un message des anciens qui a dû perdurer le temps, puisque ça fait 5000 ans que ça a été fait. Donc comment faire passer un message pour que ceux qui ont arrivent à décoder et les mettre sur les bonnes pistes ? Il faut faire des trucs très simples, un peu secrets, si tu veux, pour pas que tout le monde ou les dévie et tout. Et donc, en fait, le menhir a été brisé en 4 fois, comme les 4 lobes du foie, pour montrer qu'il y avait bien cette relation entre le foie et le temporal. Voilà.
Et donc il y a aussi un autre menhir qui t'a mis sur la piste, parce qu'il est penché selon un certain angle, c'est ça? Voilà, il est penché exactement comme le temporal est penché normalement. Ah oui, à sa position initiale, il a le même angle. Voilà, il a le même angle. D'accord, ok. Moi, c'est moi qui l'ai redressé pour montrer, mais en fait, il est couché dedans. Sauf si on se met sur le côté. Oui, bien sûr, mais ça t'a mis sur la piste du coup. Ça m'a mis sur la piste. Alors, je suis pas sûr qu'il ne soit pas effondré avec le temps. Ça, il n'y a pas de preuve, mais c'est vrai que c'était troublant quand même. Et au moment où tu l'as remarqué, tu as vu ça comme une confirmation, quoi. À mon avis, c'est une confirmation. Moi, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cet os-là, notamment, c'est une antenne. Donc, ici, ça capte énormément de choses. On peut repasser par la théorie de Steiner, qui nous dit bien que, Rudolf Steiner, les cornes des animaux sont des antennes qui captent les ondes cosmiques et après qui font que, c'est comme ça qu'il fait sa biodynamie, en broyant les cornes. Mais on a ici donc une antenne très importante qui capte un peu comme une parabole, tu vois, ça fait un peu comme une parabole. C'est un peu notre corne à nous, quoi. Notre corne à nous intérieure. Voilà, nos cornes à nous sont intérieures. D'accord. Voilà, comme ici, les grandes ailes du sphénoïde sont comme si c'était des résidus de cornes qui se sont contractées dedans, oui, tout à fait. mais qui continuent toujours à capter. D'accord ? Et c'est ce qu'on verra dans le menhir, dans les représentations du menhir. Il montre des cornes qui sortent soi-disant de gazelle, je crois. En fait, c'est le rappel que nous avons des antennes comme les animaux, des cornes, des os qui captent, avec le mécanisme calcium-silice, qui captent les fréquences. Ouais, c'est intéressant parce qu'on parle souvent du cerveau qui est une antenne, mais il y a la partie osseuse qui est les cornes, et ça, c'est intéressant aussi. Je pense que c'est plus les os que le cerveau. Oui, tout à fait. Je pense, mais bon. À mon niveau de connaissance, en tout cas, je n'entendais parler que du cerveau qui était une antenne, mais la partie osseuse, je ne la connaissais pas. Donc je l'explore avec toi. Super, d'accord. Donc voilà. Alors le mauvais côté de la chose, c'est que cette antenne-là est sensible, bien entendu, aux ondes polluantes, la 4G, la 5G, le Wi-Fi et le portable. Et c'est une catastrophe en ce moment, la catastrophe qu'on a sûrement avec la crise sanitaire. Je prononce pas le nom parce que sinon on va être censuré par YouTube. La crise sanitaire, c'est hallucinant, quoi. Tu peux même plus prononcer, mais bon, fait que tout le monde avec le portable, donc ça te fixe ce mouvement-là, ben oui. La Wi-Fi, qui est la fréquence de la molécule d'eau, puisque c'est comme ça qu'on fait c'est comme ça qu'on fait chauffer le micro-ondes. Enfin, que le micro-ondes chauffe l'eau, c'est la même fréquence que la Wi-Fi. Alors, je me rappelle plus exactement le nombre de gigahertz, mais ça interfère sur le mécanisme H2O. Donc, vous grillez le cerveau, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à refroidir. Et un cerveau qui ne refroidit plus, c'est un cerveau qui est malade. Et la 5G qui arrive, malgré tout, ils font des essais, c'est-à-dire ça s'agite en milliards de hertz sur le même rythme que la fréquence de l'oxygène. La molécule d'oxygène vibre. Eh bien, ça fixe la molécule d'oxygène ici, HHO, d'accord ? Oui, ok. Eh bien, le cerveau ne peut plus s'oxygéner. Et qu'est-ce qui se passe dans ce moment, dans la crise sanitaire ? Eh bien, les poumons n'arrivent plus à réabsorber la molécule d'eau parce qu'elle est perturbée à la base et ils ne peuvent plus passer, translater l'oxygène dans le sang. D'accord. Les gens.